Merci beaucoup pour votre proposition de contribuer à ces journées, enfin cette journée en ligne. Alors, donc, comme vous l'aurez compris, ma contribution se focalisera sur quelques commentaires au De Memoria et Reminiscentia, des commentaires latins, en particulier des commentaires du XVe siècle. Il y en aurait beaucoup à citer, j'en citerai que trois en fait dans le cadre de cette présentation. Il s'agit du commentaire de Jean Versoris, du commentaire de Jean de Colincourt et de celui de Pierre Tartaret. Je les ai choisis parce qu'ils sont très diffusés, surtout celui de Versoris et celui de Tartaret, et également parce que ils représentent des vies différentes, donc des écoles de pensée différentes au XVe siècle, se rattachant ainsi à différentes autorités. Mais je vous en dirai plus tout de suite. Donc la question que j'aimerais aborder dans ces commentaires, c'est la question du souvenir, ou autrement dit, de quoi parle, en fait, quel est l'objet de la mémoire comprise comme souvenir. Est-ce qu'il s'agit en gros de faire davantage renvoi à un acte cognitif antérieur, donc il s'agirait d'une mémoire des actes, ou est-ce qu'il s'agit, sachant que les deux ne sont pas exclusifs, mais de faire renvoi à quelque chose qui serait externe, un coucher de soleil, un événement, etc. Et c'est travers, au prisme de cette question que j'aimerais aborder les trois commentaires dont je vous ai parlé. Cette question me permettra aussi d'aborder la question assez délicate finalement du lien entre connaissance humaine, enfin entre mémoire humaine, pardon, d'une part, et mémoire animale de l'autre. Alors, pour faire ce parcours, je vous propose les étapes suivantes. J'aimerais parler très brièvement d'Aristote, rappeler quelques éléments qui concernent sa théorie de la mémoire, notamment sa définition de la mémoire, ce qui, selon lui, est l'objet de la mémoire et du souvenir, et puis la question de savoir si est-ce que chez lui, on peut parler d'une mémoire réflexive. Dans un deuxième temps, je en viendrai aux trois commentateurs dont je vous ai parlé, en proposant un tout petit mot de contexte, donc quelques dates en fait, puisqu'on ne connaît pas grand-chose sur ces trois figures, euh, quelques éléments aussi concernant leur diffusion, notamment manuscrite et imprimée, et puis je dirai également un petit mot du format de leurs commentaires. Et enfin, je m'intéresserai donc au souvenir, comme je l'ai annoncé, avec un regard sur le souvenir comme relevant de la sensitivité, de la sensation au sens large, en fait, du sens commun, on le verra, et d'autre part, la question d'un souvenir intellectuel également. Et je terminerai avec une petite conclusion. Alors, concernant Aristote, donc comme vous le savez, le De Memoria Reminiscentia fait partie des Parva Naturalia, et Aristote le situe donc la mémoire n'est pas le propre des hommes, mais elle est également commune aux animaux. Et il propose cette définition de la mémoire. Il dit que la mémoire ne relève ni du sens ni de l'opinion, mais il s'agit d'un habitus ou d'une passio, donc d'une disposition ou d'une affection qui est relative au sens ou à l'opinion et qui nécessite le passage du temps. Donc voilà, il y a cette dimension du temps passé qui est mentionnée ici, et la mémoire relève en propre de la sensitivité, mentionnée donc comme habitus ou passio, un terme qui reviendra dans les définitions que proposeront les maîtres ultérieurs. Euh, il dit également que donc voilà, c'est le sens qui s'occupe du présent, l'espoir qui s'occupe du futur et la mémoire qui s'occupe du passé. Et puis il termine avec cette phrase que j'ai mise en gras. C'est tous les animaux, enfin tous les êtres qui perçoivent le temps, qui sont capables d'avoir une mémoire, et donc seulement les animaux qui perçoivent le temps peuvent avoir une mémoire. La mémoire relève donc de la faculté par laquelle ils peuvent percevoir le temps, à savoir le sens commun. Donc on a cette définition qui est, semble-t-il, assez aisée, mais qui peut-être va entrer en tension avec cette notion de réflexivité, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors voilà pour la définition. La mémoire relève de la sensitivité, elle est partagée par les hommes et par les animaux. Maintenant, quel est son objet? Un petit peu plus loin dans le texte, quelques lignes en dessous, Aristote soulève un paradoxe, le paradoxe de la mémoire, à savoir comment se fait-il que nous puissions maintenant nous rapporter à quelque chose qui n'est plus? Est-ce qu'on se rapporte simplement à une affection, à la trace on en a gardée, auquel cas la mémoire ne relèverait pas vraiment du passé, mais plutôt du présent, ou est-ce qu'on arrive vraiment à faire retour à la chose antérieure? La façon dont il résout cette question consiste à distinguer la mémoire d'une part de l'imagination.
Toutes les deux ont recours à une sorte de trace, une image, une représentation, un fantasma, mais elles l'utilisent, entre guillemets, elles le considèrent de deux manières différentes. Il y a d'abord, donc en fait, peut-être je vous reprends ce texte, donc cet extrait de l'Aristote latin, que j'ai tiré de l'édition de René-Antoine Gauthier, qui est jointe à son édition de la Sententia de Thomas d'Aquin, et qui propose une comparaison entre ce fantasma et le mot animal qui serait écrit sur une tablette. Ce mot est à la fois un animal et une image. Il est les deux et le même, et cependant, la façon de le considérer comme un animal ou comme une image n'est pas équivalente. Et cet animal écrit sur une tablette est comparé au fantasma qui est en nous et qu'on peut prendre soit en tant que tel, en tant que représentation pure et simple, auquel cas on le considère selon l'imagination, ou on le considère comme fantasma de quelque chose d'autre, comme représentation de quelque chose d'autre, auquel cas on a affaire cette fois à quelque chose qui est de l'ordre de la mémoire, du mémorable. Euh, donc voilà la distinction finalement assez fine que fait Aristote entre l'imagination d'une part et la mémoire de l'autre. Simplement, la mémoire permet de se rapporter à l'objet passé, puisque, comment dire, quand la sensation a eu lieu, une impression s'est formée, et grâce à cette représentation, on peut revenir directement à l'objet, tandis que ce n'est pas le cas quand on le considère simplement par le biais de l'imagination. Alors, jusque-là, dans les deux extraits que j'ai cités, qui sont très célèbres, que vous connaissez peut-être, il n'y a pas vraiment de réflexivité apparente. D'ailleurs, plusieurs interprètes, dont David Bloch, qui a proposé une édition critique du texte grec d'Aristote en 2007, soutient qu'il n'est pas du tout concevable qu'il y ait une mémoire réflexive chez Aristote. Toutefois, d'autres interprètes, dont Julia Annas dans les années 90, ont proposé une, disons, une interprétation de la mémoire en tant que telle comme quelque chose de personnel, une mémoire personnelle, une mémoire réflexive. Et il y a quelques éléments dans le texte d'Aristote qui pourraient permettre d'aller dans cette direction. Je ne vais pas l'emprunter, mais je voulais juste souligner que ça existait. Donc, par exemple, ce passage où Aristote écrit Semper enim cum secundum memorari agat, Sicin anima dicit quod hoc prius audivit aut sensit aut intellexit. Donc il y a cette idée que quand on a un souvenir, l'âme se dit en elle-même que elle a antérieurement senti, entendu ou intelligé quelque chose. Donc il y a cet élément de renvoi à un acte d'appréhension antérieure qui est présent ici, mais que Aristote ne développe pas. Voilà pour mon petit point assez bref sur Aristote. On pourra y revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Et je voulais donner quelques éléments de contexte par rapport à ces auteurs du XVe siècle dont j'aimerais parler avec vous. Alors, on n'a pas forcément énormément d'informations sur ces personnages, en particulier peut-être le premier, ou alors il y a plusieurs hypothèses qui ont été faites. Actif aux alentours de 1440 à Paris, Jean Versoris est maître S.Art 5 ans plus tôt, et puis il est fait recteur du Studium parisien en 1458. Il y a ensuite différentes dates, etc., qui ont été évoquées, notamment une dans les années 70. Mais on a mis en doute la possibilité que ce soit toujours le même maître, par exemple, qui était diplômé en théologie, puisque ça donnerait lieu à une carrière un peu étrange. Et donc, il s'agit peut-être d'un autre personnage. Raison pour laquelle je me concentrerai seulement sur cette date-là, et en particulier sur la date de 1440 comme date d'enseignement. Lui est un tenant de la Via Antiqua. On l'a parfois rapproché de l'albertisme et du thomisme, disons, d'Albert ou de Thomas d'Aquin. Pour le De Memoria, il s'agit clairement d'un... Il est plutôt, disons, d'orientation thomasienne. Il est plutôt proche de Thomas d'Aquin. Pour le second, Jean de Colincourt et Johannes de Magistri ou de Magistris, disons, ses commentaires circulent sous différents noms. Il est actif dans les années 80, toujours à Paris, et lui, il est associé dans les éditions qu'on en a au nom de Duns Scott. On verra que pour le contexte du De Memoria, c'est pas tout à fait correct. Il faudra plutôt le rattacher, à mon avis, du côté à Buridan, en fait. Donc voilà, on n'a pas énormément d'informations à son sujet, un peu plus que ce que j'ai noté en fait. On retrouve tout ça dans l'article de Paul Baker que je cite en fin de présentation. Et puis Pierre Tartaret, qui est actif à la toute fin du siècle, en particulier dans les années 90 en fait, et qui lui est scotiste, et on verra que c'est également le cas dans son commentaire au De Memoria.
Voilà pour les petites présentations. Je vais dire peut-être un petit mot de la diffusion de ces commentaires, un état des lieux qui n'est certainement pas exhaustif. Peut-être un peu mieux connu pour Jean Versoris également parce qu'il repose sur la collaboration avec Aurora Pansica, qui vous avez compris est ma co-directrice de thèse. Et donc la liste de manuscrits qui véhiculent ces questiones de memoria reminiscentia a beaucoup grandi depuis le début de ma thèse, surtout grâce à son expertise. Alors, vous voyez qu'il y a des manuscrits un peu partout, en fait. Il y en a en France, c'est pas vraiment une surprise. Il y en a en Europe centrale, notamment une grande quantité à Prague. Il y en a en Espagne, en Pologne, etc. Bref, il y en a un peu partout. Et la raison pour laquelle je vous mentionne aussi ça, c'est que c'est un maître parisien, mais évidemment, son enseignement ne se limite pas à Paris. Je vous ai fait grâce des éditions incunables, mais il y en a aussi, notamment à Cologne et à Lyon. Euh, à part ce maître qui a eu un immense succès, je vous propose aussi de regarder donc deux autres maîtres, Jean de Colincourt et Pierre Tartaret. Pour Jean de Colincourt, on a recensé 3 manuscrits de nouveau avec la collaboration de Aurora Pansica et Camille Macherek, à savoir un manuscrit à Colmar, un autre à Mende qui était déjà mentionné dans l'article de Paul Backer, et le manuscrit de Turin que j'ai décidé de citer pour la suite des extraits. Il y a également des éditions, et puis pareil pour Pierre Tartaret, dont un manuscrit à Araoul que je n'ai pas mentionné, et toute une série d'éditions. Donc c'est des textes qui ont connu, en tout cas pour Versoris et pour Tartaret, une diffusion assez spectaculaire. De quoi sont faits ces textes? Alors, pour Jean Versoris, nous avons affaire à 4 questions qui reprennent de manière symétrique le De Memoria Reminiscentia, à savoir 2 questions sur la mémoire, 2 questions sur la réminiscence. Une question classique qui demande si la mémoire porte sur les choses passées, et une autre qui se demande s'il s'agit de l'affection du sensitif premier, autrement dit, qui reprend la définition qu'Aristote en donnait. Je ne m'arrêterai pas trop sur les questions concernant la réminiscence, puisqu'elles sont un petit peu en marge, disons, de cette présentation et de ma question. Ces questions, peut-être juste encore une petite note, sont un peu à mi-chemin entre la questio et l'expositio. C'est-à-dire qu'elles sont beaucoup plus proches du texte d'Aristote, respectivement de Thomas d'Aquin, que celles de Jean de Colincourt et de Pierre Tartaret. Pour Jean de Colincourt, je n'ai pas mis non plus dans ce diaporama, mais si ça vous intéresse, son texte est très proche de celui de Jean Hénon, un autre maître actif à Paris dans les mêmes années, un petit peu antérieur. Lui propose une exposition suivie de 3 questions, dont 2, vous l'avez vu, sont des questions classiques que l'on retrouve chez Versoris. Et il y a une question supplémentaire qui est celle de savoir s'il faut poser à côté de la mémoire sensitive une mémoire intellective. Cette question est vraiment classique depuis les débuts de la réception du commentaire d'Aristote, notamment déjà on la retrouve dans un des manuscrits du cercle d'Adam de Bockenfield, qui a été édité par Julie Brimbert-Chaumont et Dominique Poirel, et on la retrouve un peu tout au long de la tradition des commentaires. On la retrouve chez Versoris, pas dans le De Memoria, mais dans le De Anima, par exemple. Je vous en dirai un petit mot. Pour Pierre Tartaret, il y a aussi une exposition assortie de questions. Alors là, j'ai un peu mis une liste de questions. Elles ne se présentent pas toutes de la même manière. Certaines se présentent sous la forme de dubitationes, d'autres juste de scendum et suit une difficulté. Et voilà, donc ça donne cette liste, mais qui n'est pas tout à fait homogène en termes de présentation du matériau. Dans cette liste, on a de nouveau les mêmes questions. On a la question classique de savoir si les jeunes et les vieillards ont une bonne ou une mauvaise mémoire. Et puis, il y a la question de la mémoire intellective. Et il y a cette question très étrange sur laquelle nous allons revenir, qui est l'avant-dernière de ma liste, qui se demande s'il faut poser une mémoire sensitive. Ce qui est très curieux dans le cadre d'un commentaire au De Memoria Reminiscentia d'Aristote, où il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que la mémoire relève de la sensitivité et qu'elle nous est commune avec les animaux. Voilà pour le petit mot contextuel. Je vous propose de regarder ce qu'il en est des textes. Alors, concernant Jean Versoris, j'ai choisi donc un petit extrait qui fait le point sur ce qu'est l'objet de la mémoire et qui peut être un indice concernant une possible réflexivité. Après avoir rappelé la définition d'Aristote, il dit que donc, la mémoire relève du passé, qu'elle nécessite le passage du temps, mais il dit également qu'il ne faut pas comprendre que la mémoire serait seulement à propos des choses passées, de telle sorte que ces choses ne pourraient pas être actuellement.
En effet, quelqu'un pourrait se souvenir non seulement des hommes qui sont morts, mais aussi de ceux qui sont vivants maintenant, comme quelqu'un pourrait dire qu'il se rappelle de lui-même. Alors là, petite note sur ce rappel, parce que normalement, il faudrait dire memorari, et ici, on a le verbe reminisci. Mais ça, c'est pas non plus tellement étonnant, même si dans le texte d'Aristote, on a une différence claire entre mémoire et réminiscence, et la réminiscence étant ce processus purement humain, de cette faculté de pouvoir raviver un souvenir qui n'est plus, ou pouvoir retrouver la suite, une suite de nombres, une suite d'un poème, etc. Ici, voilà, on a ce verbe qui apparaît, alors qu'on s'attendrait plutôt à avoir mémoire. Mais c'est vraiment pas un cas isolé. Et bref, je continue avec la phrase en gras. Mais il faut comprendre que la mémoire relève des choses passées quant à notre appréhension, de telle sorte que quand nous nous remémorons, nous appréhendons que nous avons antérieurement senti ou intelligé quelque chose, que celle-ci soit actuellement présente ou qu'elle ne le soit pas. Alors, ici, on a quelque chose qui est très proche, en fait, un extrait très proche de ce qu'on trouve chez Thomas d'Aquin, mais il me semble que malgré le caractère très proche d'Aristote, on peut quand même essayer de voir, hein, peut-être que je projette de nouveau et donc vos interventions et vos remarques seront vraiment les bienvenues, mais il me semble qu'il y a quand même déjà une dimension un peu complexe du souvenir qui intervient ici, puisque la mémoire renvoie non seulement à une chose, mais à une appréhension d'un acte antérieur, la sensation ou l'intellection, et ensuite d'un objet. Mais voilà, vos remarques sont vraiment les bienvenues parce que j'ai beaucoup discuté sur cet extrait et je suis toujours pas complètement convaincue, ni qu'il ressemble parfaitement à Aristote, ni qu'il ressemble parfaitement à ce que disent les autres, notamment Jean de Colincourt. Donc voilà, encore une fois, merci de vos éclairages. Toujours est-il qu'il me semble donc que la dimension de renvoi à un acte de perception est plus articulée que ce que l'on trouve chez Aristote. Euh, autre point de contraste, je vous propose de regarder ce qu'écrit Jean de Colincourt à la question de savoir quel est l'objet de la mémoire. Alors, dans un premier temps, et c'est le premier paragraphe que je vous ai mis, il note que pour qu'il y ait souvenir, il faut qu'il y ait un acte de connaissance antérieur, et que c'est cet acte avec son objet qui sont dits ensemble objet de la mémoire. Donc ici, la dimension complexe du souvenir apparaît plus clairement avec d'une part un acte cognitif passé et ensuite l'objet qui va avec ce sur quoi porte cet acte. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui n'apparaît pas au XVe siècle, vous l'aurez compris avec ses vies, et on a souvent des renvois à des traditions précédentes. Et ici, c'est quelque chose que l'on trouve déjà chez Buridan, articulé comme chez Colincourt. Cette complexité, je ne l'ai pas mis dans mes textes, mais présuppose une triple trace de mémoire, à savoir une trace qui représente un acte antérieur, une trace qui représente l'objet de cet acte, par exemple, et voilà, je vous donne un exemple tout de suite, et une troisième qui représente la temporalité. Par exemple, si je me dis, je me souviens avoir vu la cathédrale de Strasbourg il y a 2 ans, euh, avoir vu sa propre trace qui me permet de renvoyer à cet acte cognitif spécifique, la cathédrale de Strasbourg a sa propre trace, et enfin, il y a 2 ans, a encore sa troisième trace. Et donc, le souvenir est conçu comme euh, un assemblage de ces trois données, finalement. Euh, je voulais quand même mentionner l'extrait suivant est là pour ça. Je l'ai choisi parce que la dimension de renvoi à la chose passée, enfin à la chose extérieure, extramentale, est quand même, me semble-t-il, assez forte chez Jean de Colincourt qui écrit ensuite. Donc bon, la mémoire est comprise de deux manières. D'une certaine manière, le premier mode en tant qu'acte premier, et ainsi elle désigne l'espèce ou l'intention qui est conservée dans la faculté de la mémoire. Et d'une autre façon, elle est comprise comme acte second. Et de cette manière, elle est l'acte de mémoire, le souvenir, par lequel nous nous souvenons la chose qui est représentée par telle espèce. Voilà. Donc il y a quand même cet accent sur la chose, mais voilà, il y a aussi l'acte qui est présent et qui forme ce complexe qui est le souvenir. Je vous ai mis encore cet extrait parce que là, il me semble que Colincourt fait un pas de plus par rapport à Jean Buridan. Je vous propose de le lire et je vous le commenterai ensuite. Alors, si la mémoire est conçue comme acte cognitif mémoratif, donc comme souvenir, euh, alors la mémoire est patio, affection du sensitif premier, c'est-à-dire du sens commun, de telle sorte qu'elle est une qualité qui est réellement inhérente au sens commun. Euh,
Et ensuite, il dit, si la mémoire est conçue comme habitus mémoratif, c'est-à-dire comme espèce ou comme intention qui est conservée, alors la mémoire est passio. Alors là, il y a une faute dans le manuscrit de Turin, parce que c'est écrit passio primi sensitive, mais les autres, c'est-à-dire Colmar, Minde, ont secundi sensitive, ce qui fait beaucoup plus de sens. C'est-à-dire la fantaisie, l'imagination, de telle sorte que cette telle espèce et cette intentio euh, inhère réellement dans la faculté de l'imagination. Alors, quel lien avec Jean Buridan? Alors, Jean Buridan, dans son propre commentaire qui précède de 100 ans passé celui-ci, affirme que enfin, disons, essaye de faire de l'ordre dans le grand système complexe des sens internes qui prévaut depuis Avicenne et qui, petit à petit, a intégré la tradition des commentaires des Memoriae Reminiscentia. Il veut faire de l'ordre et il veut garder simplement les facultés dont parle Aristote, à savoir le sens commun et l'imagination. Donc, il propose de faire du tri et de garder une faculté sensitive, appréhensive, cognitive et une faculté qui serait conservatrice. Simplement, il ne décide pas, en tout cas dans l'édition Lockhart, euh, s'il faut garder mémoire, etc., ou imagination, et comment les choses finalement s'articulent. Jean de Caulaincourt est plus tranché, puisqu'il dit carrément que le souvenir est une qualité qui inhère au sens commun, et puis qu'il y a également un autre élément qui relève de la mémoire, c'est-à-dire finalement ce qui est conservé dans l'imagination. Donc, entre guillemets, la mémoire se retrouve un peu écartelée entre le sens commun et l'imagination. Voilà. Donc, tout ça pour revenir sur la dépendance à l'égard de Jean Buridan, mais aussi l'innovation, me semble-t-il, de Jean de Caulaincourt. Alors, peut-être, avant de passer à Pierre Tartaret, je voulais vous faire remarquer peut-être une chose sur ces deux commentateurs, donc sur Jean de Caulaincourt et sur Jean Versoris, c'est que pour eux, la mémoire et le souvenir, disons, euh, semblent relever pleinement de la sensation au sens large, du sens commun, en fait. C'est-à-dire que, c'est une question ouverte, je pense qu'on pourrait même essayer d'appliquer une telle réflexivité, dans une certaine mesure, aux animaux. Parce que voilà, la mémoire est commune aux hommes et aux animaux, et peut-être le souvenir finalement aussi. En tout cas, rien ne semble l'empêcher, puisque la mémoire relève du sens commun. Mais ce n'est probablement pas l'avis de Pierre Tartaret. Pierre Tartaret, je ne l'ai pas tellement dit avant, mais vient également d'un milieu un peu différent, puisqu'il enseigne dans une école franciscaine et il est théologien. Et ceci se ressent dans son commentaire. Lui, dans son commentaire, et c'est assez intéressant, se revendique directement de Jean Duns Scott. Alors, à la question de savoir si la mémoire relève seulement des choses passées, il dit, en tout cas dans l'édition de Poitiers, on peut lire que, comme le dit Scott au livre 4 et la distinction 45 de son Ordinatio, pour qu'il y ait souvenir, pour que nous nous souvenions, il faut qu'il y ait un certain acte humain passé. Cet acte humain et son objet sont dits totalement, enfin ensemble, objets de la mémoire. Donc on a de nouveau un complexe comme chez Jean de Caulaincourt, mais cette fois il y a cette insistance sur le fait que l'acte doit être humain. Et il explicite cet acte et dit acte humain en excluant l'acte des facultés végétatives et de la même manière les actes occasionnels. Donc on ne peut pas avoir un souvenir de n'importe quel acte, mais simplement des actes proprement humains, d'après lui. Il donne un exemple. En effet, nous ne nous souvenons pas qu'un tel est tombé, si ce n'est parce que j'ai vu que celui-ci est tombé. Donc il y a de nouveau cette dimension complexe du souvenir, mais cette fois, il y a cette restriction à l'acte humain et donc au souvenir humain. Il dit ensuite de ceci, il s'ensuit que la mémoire ou la recordatio, donc le souvenir, est la connaissance d'un certain acte passé qui lui-même est l'objet de la mémoire, qui lui-même est mémorable en tant qu'il est passé. Ici, donc, une restriction, même si ça n'est pas écrit dans le reste de la question, de la même question, si la mémoire relève de l'intellect ou de la sensitivité, il me semble qu'on ne peut l'attribuer à ce stade qu'à l'intellect. Plus là, dans la liste de questions, il se demande si, à côté de l'âme sensitive, il faut poser une âme intellective.
Sa réponse est oui, et en cela, elle n'est pas différente de celle de Versoris et de celle de Colincourt. Toutefois, son traitement de cette mémoire, la manière de comprendre cette mémoire, diffère quelque peu des deux manières précédentes. C'est-à-dire que non seulement il faut poser une mémoire intellective qui consiste à conserver les spéciès intelligibles, et qui nous permet par exemple de nous souvenir d'un théorème, etc. Mais il y a cette dernière phrase, aliter intellectus non posset, penitere de malis volitionibus quod est falsum. Et donc il y a aussi cette idée que la mémoire intellective permet de renvoyer à des actes, y compris des actes de la volonté. On peut sous-entendre certainement aussi des actes de l'intellect et peut-être également, comme je le présupposais en commentant le texte précédent, des actes de la sensation, finalement des sensations elles-mêmes. Je vous avais promis, donc, donc cette conception pardon, vient directement de Duns Scott, on peut le lire dans le texte édité par Alan Walters et Marilyn McCord Adams. Voilà. Y a-t-il ensuite une mémoire sensitive? Cette question est très curieuse et je vous l'avais promise, comme précisé au début de cette présentation. Il s'agit d'une question très curieuse, encore une fois, puisque ça ne fait pas vraiment sens dans un contexte aristotélicien. Je vous ai mis pour cette question deux réponses à des objections. Pour savoir, donc évidemment, il va répondre quand même par l'affirmative, mais il a ces remarques assez intéressantes. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est le cas? Pourquoi il y a une mémoire sensitive? Alors, il fait référence à Aristote qui dit que c'est une faculté sensitive qui perçoit le temps, et c'est la même faculté qui perçoit le temps et la grandeur, et il s'agit du sens commun du sensitif premier. Et il ajoute, dico ulterius quod potentia sensitiva interior est collativa, non ita perfecte sicut intellectiva ut alias visum est. Donc, il y a aussi de nouveau cette récupération de l'idée que le souvenir est un complexe, la mémoire est un complexe, comprise dans ce sens-là, et qu'il y a une faculté sensitive, en l'occurrence probablement le sens commun, qui a cette capacité d'assembler les données, qui est collativa, pour reprendre son terme, mais pas autant bien que la faculté qui est l'intellect. La deuxième chose qu'il dit à propos, enfin, la deuxième réponse à l'objection par rapport à cette question, c'est de dire que toutes les sensations du sens extérieur sont connaissables par un autre sens supérieur, en l'occurrence le sens commun. Mais de nouveau, cette sensation, cette réflexivité du sens commun, si on veut, cette connaissance qu'a le sens commun des sensations inférieures, des sens externes, n'est pas si parfaite. Et la sensation suprême n'est pas sensible, parce qu'on ne peut pas sentir, elle ne peut pas être sentie, pardon, par les sens intérieurs et ni par soi. Et donc, parce que le sens ne peut pas être réflexif, c'est ce qu'il écrit à la fin, nihus sensus est reflexivus. Et donc, il faut attribuer cette capacité réflexive, cette capacité de conscience de ses actes propres à l'intellect. Raison pour laquelle il me semble que chez Pierre Tartaret, il n'y a pas vraiment de considération du souvenir au niveau sensitif, même si, en contexte aristotélicien, encore une fois, il récupère certains de ces éléments. Ça ne semble être un peu que, disons, à des fins d'enseignement, et voilà, il ne semble pas être très convaincu par la chose. Est-ce que cela revient à faire l'économie du souvenir animal? Il me semble que oui, puisque dans cet extrait, tous les actes animaux qui sont reconnus habituellement comme nécessitant une mémoire, un souvenir, sont expliqués par d'autres biais. La seule chose qu'il fait, c'est de dire qu'elles sont plus facilement explicables si on pose la mémoire, si on leur attribue la capacité de se rapporter au passé en tant que passé, mais on peut les expliquer d'autres manières. Je reviendrai, donc j'arrive à la fin de ma présentation, je reviendrai brièvement sur Johannes Versoris, puisque j'ai présenté la chose un peu comme un pôle, avec d'une part Versoris, et si on veut, proche d'Aristote, et d'autre part Pierre Tartaret, très éloigné pour les raisons que je viens de mentionner. Pour Versoris, il y a également une mémoire intellective, donc il y a également, si on veut, un travail, une élaboration qui est faite à partir d'Aristote et qui s'en éloigne. Et cette élaboration est un petit peu différente. Je voulais juste la présenter comme un peu annexe. Il y a la mémoire comme conservation de notions universelles. Ceci est partagé avec Colincourt.
et avec Pierre Tartaret. Mais il y a aussi l'idée que l'intellect peut se rapporter à ses actes propres. Toutefois, il ne s'agit pas de l'ensemble des actes, par exemple des actes de la volonté, des actes de la sensation, mais il s'agit de ces actes intellectuels seulement. Donc, il peut y avoir une mémoire intellectuelle en deux sens. Dans un premier sens, comme conservation de notions, et dans un second sens, en tant que l'intellect s'intellige lui-même et peut intelliger qu'il a eu tel acte singulier à tel moment, ou qu'il l'aura. Voilà un petit peu, pardon pour ce rush à travers les commentateurs. Et je voulais vous proposer un petit état des lieux en conclusion avec des perspectives bien distinctes autour de cette mémoire et de ce souvenir. Parmi nos auteurs, il me semble qu'il y en a deux qui acceptent sans problème un souvenir sensitif et donc probablement aussi une forme de réflexivité de la part des animaux. Mais par contre, Pierre Tartaret ne l'accepte pas vraiment, me semble-t-il, ou alors il faudrait le prendre vraiment au sens impropre du terme. Il ne s'agit pas d'un vrai souvenir, mais de quelque chose de très, très peu semblable. L'objet de ce souvenir varie selon les commentateurs. Il s'agit, à mon avis, d'un complexe quand même dans chaque fois, même si, encore une fois, il est moins articulé chez Versoris. Chez Colincourt, encore une fois, il y a ce schéma en trois termes qui provient de Jean Buridan. Et chez Pierre Tartaret, il y a ce schéma en deux, en partie qui présuppose un acte humain et l'objet de cet acte. Tous admettent une mémoire intellective et de manière assez intéressante. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de regarder ce que Jean de Colincourt en disait et s'il en parlait dans son commentaire au De Anima, livre 3, mais chez Versoris, on peut lire, en plus de la conservation des espèces, la saisie de l'acte propre d'intelliger qu'on ne trouve, à ma connaissance, pas chez Thomas d'Aquin. Chez Pierre Tartaret, comme proposé, comme présenté tout à l'heure, il y a la conservation des spéciès et cette conscience intellectuelle de tous les actes, dont les actes volitifs, les actes cognitifs variés, humains, encore une fois. Voilà, je m'arrête ici et en guise de conclusion, j'espère avoir esquissé que, proposer cette thèse selon laquelle le souvenir se situe, à mon sens, un peu aux confins entre la sensation et la réflexivité intellectuelle. Peut-on attribuer une réflexivité au sens commun? Il semble que ce soit le cas chez Jean de Colincourt et chez Jean Versoris. Par contre, ça n'est pas le cas chez Pierre Tartaret. Et puis, il semble que chez Pierre Tartaret, on a véritablement la saisie intellectuelle du particulier qui se fait au niveau de l'intellect, pardon, la saisie du particulier qui se fait au niveau de l'intellect, et qui remplace complètement cette fonction qu'avait le sens commun d'une certaine réflexivité à un niveau peut-être primaire ou à un niveau comparable au niveau animal. Je vous remercie beaucoup de votre attention et